Bonjour. Effectivement, tout ça c'est régi par le code de nomenclature, donc c'est très très sérieux, il y a des règles à suivre, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi et de donner n'importe quel nom. Donc ce nouvel ancêtre a été découvert sur l'île de Luzon. À quoi ressemble-t-il? Il s'agit donc d'un individu âgé de 50 000 à 67 000 ans. Et quelles sont ses caractéristiques physiques? Alors effectivement, les deux datations qu'on a eues jusqu'à présent nous indiquent qu'il vivait il y a au moins 50 000 ans et 67 000 ans, probablement plus. À quoi il ressemblait? Alors ça c'est une grande question. Il faut se rendre compte quand même que le petit nombre de fossiles qu'on a trouvé, c'est pas rien, hein, c'est un événement rare quand même de découvrir des choses comme ça, qui nous donnent des indications. Par exemple, la taille des dents qui est extrêmement petite nous indique que vraisemblablement c'était un hominine de petite taille. Mhm. Euh, Sauf qu'on n'en est pas vraiment sûr, puisque il y a quelques exceptions, en particulier chez certains de nos ancêtres. Homo habilis avait des très grosses dents, il était très petit. Bon, probablement de petite taille, mais on ne sait pas à quel point, et on ne sait pas s'il était aussi petit qu'Homo floresiensis. Je dirais même probablement non, c'était probablement pas le cas. Ce sont des dents à plusieurs racines. Et c'est important pour vous? C'est important, ça peut-être a priori comme ça sembler pas très important, mais c'était très important. En particulier sur les prémolaires. Alors pour la petite histoire, quand on était en train de faire les fouilles et quand on a commencé à trouver ces restes, quand j'ai vu cette toute petite prémolaire avec 3 racines, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette chose Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie les 3 racines, c'est un caractère très très primitif qu'on retrouve chez nos très très vieux ancêtres africains, entre autres, qui vivaient il y a 2 ou 3 millions d'années. Hein. Parce que nos dents, elles ont 1 ou 2 racines? Voilà, nos prémolaires, aujourd'hui, on a généralement une seule racine, parfois 2, mais le plus souvent, c'est une seule. Et puis alors, ce camarade, vieux camarade, avait les pieds courbés, ce qui est inélégant, mais qu'est-ce que ça signifie là aussi? Ah, inélégant, je ne sais pas. Effectivement, alors ça, c'est un des aspects les plus surprenants, je dirais, de cet assemblage fossile, parce que cette phalange de pied et cet autre os du pied, le métatarsien, présentent des caractéristiques que là, on ne connaît pas du tout dans le genre Homo, notre genre à nous, hein, qui avait, on le pensait, totalement disparu depuis 2 millions d'années. Ce sont des caractères qu'on trouve uniquement chez les australopithèques, comme Lucie, Australopithecus afarensis, et qu'on interprète jusqu'à maintenant chez les australopithèques comme une preuve de leur mode locomoteur un peu mix bipédie au sol et toujours du grimper dans les arbres. Et le fait de Et alors, retrouver ces pieds, pardonnez-moi, ces pieds courbés lui auraient permis de s'accrocher aux arbres ou de mieux monter il nous aux reste arbres? à travailler un peu plus finement sur la biomécanique, mais on retrouve par exemple sur les phalanges les insertions des muscles fléchisseurs des pieds. Aujourd'hui, nos fléchisseurs des pieds, on s'en sert plus tellement, on s'en sert même plus du tout. Normalement, ça sert effectivement à attraper avec ses pieds. Alors, de là à dire qu'ils étaient retournés dans les arbres, il y a un pas qu'on ne franchit pas complètement. Mais il y a quelque chose de vraiment très très surprenant là-dedans. Mais alors le problème, c'est que la famille humaine commence à devenir un peu compliquée. Alors on a les Homo sapiens, les Néandertaliens, les Denisoviens, l'homme de Flores. Bref, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cette famille et notamment replacer l'Homo luzonensis dans cette famille? Alors, Florent Détroit, vous qui êtes paléoanthropologue. Elle devient plus complexe, elle devient surtout plus intéressante. Si on remonte 15 ans, une quinzaine d'années en arrière, l'évolution de l'homme en Asie, c'était très très ennuyeux. C'était Homo erectus qui sortait d'Afrique, qui s'installait en Chine, en Indonésie, puis plus rien ne se passait jusqu'à l'arrivée d'Homo sapiens, notre espèce qui venait conquérir les territoires, et point. Depuis une quinzaine d'années, on a des découvertes qui nous montrent que c'était bien plus intéressant et bien plus complexe que ça. Homo erectus, les derniers ont peut-être disparu il y a 300 000 ans peut-être. Mais entre 300 000 ans et maintenant, on connaît, comme vous l'avez précisé jusqu'avant, une multitude d'espèces qui s'ajoutent à Homo sapiens. On a donc ces mystérieux Denisoviens quelque part en Sibérie autour de 50 000 ans. On a Homo floresiensis sur l'île de Flores en Indonésie, entre 100 et 60 000 ans, et on a maintenant Homo luzonensis sur l'île de Luzon, entre donc 50 000 et 67 000 ans, probablement plus. Donc il faut imaginer tous ces petits groupes, toutes ces petites espèces qui se rencontraient pas tous les jours. Il faut imaginer des toutes petites démographies, des tout petits groupes très isolés,
de la Sibérie à l'île de Luzon, il y a quand même un bout de chemin. Absolument. De Luzon à Flores aussi. Hein. On a l'impression que ce sont deux îles l'une à côté de l'autre, mais il y a plus de 3000 km entre les deux. Donc voilà, des choses beaucoup plus complexes, et il n'y a aucune raison que l'histoire de l'homme n'ait pas été complexe. Hein. Mais alors, dernière question, Florent Détroit, c'est un sujet très vaste. On aurait envie de savoir si Homo luzonensis et ses autres camarades dénisoviens, néandertaliens étaient interféconds, puisque c'est ça en fait la question qui se pose aujourd'hui. C'est la grande question depuis les progrès de nos collègues généticiens. Il est encore trop tôt pour y répondre dans le cas d'Homo luzonensis. On a fait des tests, vous pensez bien. On nous a même demandé de le préciser dans l'article qu'on avait essayé d'extraire de l'ADN, mais que ça avait échoué. Pourquoi Parce que... Pourquoi ça a échoué? C'était pas une grosse surprise, malheureusement. On est en environnement tropical, c'est chaud, humide, c'est les pires conditions pour la préservation de l'ADN, mais ça fonctionnera un jour.